La foire près du quai vivait comme si la mer elle-même était sortie sur la grève et avait étalé sur des planches tout ce cou. Elle porte dans ses poches sombres. Beckil se tenait devant son étal comme si elle vendait de elle huile de baleine, alors qu'en vérité, elle n'avait que de simples babioles. Sa marchandise était petite, mais vivante, des pendentifs à de fines lanières, des cailloux percés un trou, des os gravés, des éclats ambres. À côté elle tournait Haïdar, son petit frère, mince comme une écharde, au bord de Elezo, et pourtant sérieux, comme Esse. Il avait déjà son propre ordre dans ce monde. Tantôt il ramassait une perle tombée, tantôt il tendait la main vers le fourreau de quelque acheteur, et Bekild, chaque fois, parvenait à elle attraper par le col et à le ramener doucement en arrière, sans le gronder. Romonde apparut dans la foule sans bruit, et pourtant même ceux qui ne regardaient que les marchandises, elles, auraient remarqué. Il ne s'agitait pas. Il ne jetait pas de regard avide. Il marchait droit. Comme il ne craignait ni les yeux des autres, ni le prix des autres. Il portait des habits de marin, simples, sans riches agrafes. Mais il lui allait à ceci bien qu'on aurait dit une chose choisie par lui, et non un vêtement porté jusque à la corde. On sentait en lui école, habitude de compter. Sauf qu'il ne comptait pas, semble-t-il, des pièces. Il comptait des distances, des possibilités, des gens. Et plus il approchait, plus cela devenait clair. Cet homme sait se tenir comme il avait rien à prouver. Il s'arrêta devant elle étal de Bekild, parcourut la rangée de pendentifs sans se presser, et en prit une amulette. Petite, discrète, du genre qu'on achetait souvent comme porte-bonheur pour la route, pour la prospérité, afin que la mer soit plus douce et la rive plus proche. Il fit tourner le pendentif entre ses doigts, et dit à voix basse, mais de sorte que Bekild et Haïdar l'entendent, et que même le vacarme de la foire sembla, un instant, éloigné. Pour la chance, combien? Bekild donna le prix calmement, sans pression, sans ruse. Elle ne fit pas semblant de demander moins que cela ne valait. Et Hélène n'augmenta pas le prix seulement parce que elle et homme en face avaient des yeux qui, n'étaient pas pauvres. Sa voix était légère, mais sûre. Elle connaissait la valeur de ces petites choses, parce que ces petites choses retenaient souvent les gens loin des pensées mauvaises. Même si, au fond, ce n'était pas elle amulette qui comptait, mais le fait que elle, homme, y croyait. Oremont hocha la tête, comme s'il acceptait. Puis, par réflexe de marchand, dit un ton égal. C'est qu'est cher pour une broutille pareille. Cela ne sonna pas grossier, plutôt ordinaire, comme un geste quoi. On répète des centaines de fois. Bekild plissa les yeux. Sur son visage, une moquerie passa une seconde, pas méchante, mais chaude, comme une étincelle dans l'âtre. Elle tendit la main, reprit l'amulette, et inclina légèrement la tête, comme si elle examinait avec lui à nouveau. Et instant après, elle fit ce qu'il n'attendait sûrement pas. D'un geste sec et assuré, elle lui plaça le pendentif dans la paume, et ses doigts touchèrent sa peau si vite que il n'eut pas le temps de retirer la main, ni le temps de décider ce que cela signifiait. Allez, prends-la, cadeau. Voilà ta chance, elle commence dès maintenant. Quelque chose tressaillit en Romonde. Il resta planté là, comme sur un pont de navire, quand la mer change soudain le pas de la vague. Il avait, l'habitude de voir les gens sourire à la vue de l'argent. Il avait, l'habitude de penser le marchandage comme une petite guerre. Où gagne celui qui s'est coincé, l'autre. Il avait, l'habitude que tout gratuit devienne forcément ensuite tu dois. Mais dans son regard à elle, il y avait aucun calcul. Il y avait de l'audace. Et une générosité qui ne demandait pas de gratitude. Il regarda amulette, puis leva les yeux vers Bekild. Et il dit doucement, comme on ne parle pas à la foule, mais à une seule personne, dans ces parages, il y a, à ce qu'il paraît, de très belles filles. Bekild sourit plus largement.
comme si elle prenait le compliment pour une plaisanterie, mais elle ne le repoussa pas. « Chez nous, tout est beau, surtout ce qui est gratuit. » Son rire était clair et vivant, et ce rire sembla élargir, espace entre eux, comme si la foire, un instant, cessait écrasée de son bruit, et devenait simplement un décor. Raïdar, qui jusqu'alors tournait à côté, s'arrêta brusquement et fixa Roman avec une telle intensité, comme s'il avait décidé de le vérifier, de voir s'il disait vrai. « Et toi, tu es vraiment chanceux ?» demanda-t-il sévèrement, sans gêne, comme seuls les enfants savent le faire. La question était drôle et en même temps dangereuse, comme si le garçon ne croyait pas aux belles paroles et voulait voir ce qu'il y a à l'intérieur d'un adulte, et le voir tout de suite. Roman se pencha lentement pour être à sa hauteur. Il y avait aucune condescendance dans son mouvement, il y avait du respect, comme si Raïdar n'était pas un enfant, mais un petit homme qui a le droit de demander. « Eh bien maintenant, je suis obligé de l'être. Sinon, les amulettes de ta sœur ne fonctionnent pas. » Il le dit et sourit un peu, et dans ses yeux passa cette chaleur rare chez ceux qui ont l'habitude de gagner. Raïdar fronça les sourcils encore plus fort, comme s'il voulait retenir sa sévérité. Mais le coin de ses lèvres trembla. Il tendit la main et, presque solennellement, toucha amulette qui reposait dans la paume de Romande, comme il y apposait un sceau, oui, désormais, si, est une affaire sérieuse. Bekild regardait la scène et sentit soudain un plaisir étrange, silencieux. Pas parce que inconnue lui avait souri, et pas parce que enfant, avait accepté la plaisanterie, mais parce que cet homme, avait pas écarté Haïdardé, un geste, ne était pas agacé, n'avait pas fait comme si enfant gênait le marchandage. Il avait trouvé aussitôt, avec lui, une langue commune, simple et honnête. Romonde se redressa. Il tenait toujours l'amulette, mais plus comme un achat, plutôt comme un signe qui, contre toute attente, était révélé plus important qu'il ne voulait admettre. Bekil lui tendit la paume, comme si elle attendait le paiement par habitude, puis retira aussitôt la main et, en riant, haussa les épaules pour montrer « Elle ne prend vraiment rien ». Et, dans cette légèreté, il y avait quelque chose qui déconcertait. Il sortit des pièces, pas beaucoup, exactement autant que si. Il aurait fallu donner à un prix honnête. Il les posa sur le bord de la table avec soin, sans insister. Pas comme un homme qui achète, mais comme un homme qui ne veut laisser derrière lui aucune dette, même si on lui a dit qu'il n'y en avait pas. Bekild regarda les pièces, puis le regarda lui, et sourit comme si elle le voyait de part en part. « Oh, toi, tu es têtu », dit-elle à mi-voix. Et il haine. Il n'y avait aucun reproche dans ce mot. Il y avait de intérêt. Romondet n'expliqua rien. Il se contenta d'acquiescer, comme on acquiesce au vent qui soufflera de toute façon. Il allait déjà partir. Mais Bekild demanda soudain, sans minauderie, franchement, comme dans la vie de tous les jours, « Tu viens des où? Tu haines et pas des nôtres, ça se voit !» Il aurait pu répondre comme des habitudes, vite, pour clore la question. Mais pour une raison quelconque, il ne le voulut pas. Il s'arrêta une seconde. Comme il choisissait ce il pouvait dire sans ouvrir tout le coffre. « De là où il y a la mer », répondit-il enfin. Bekild haussa un sourcil. N'était pas de celles qui laissent facilement filer les énigmes. Est ce que tout le monde dit. Les pêcheurs, les marchands et ceux qui fuient leurs dettes. Mais toi, tu es qui? Il sourit à peine, comme il entendait, dans ces mots, non pas un soupçon, mais une intelligence vive. Un marchand, juste un marchand, dit-il. Et était vrai. Seulement, une vérité avec une porte fermée. Haïdar en mêla aussitôt, comme il avait senti que les adultes avançaient sur une glace fine. « Les marchands aiment tel argent », dit-il avec l'air de faire une découverte importante. Romonde le regarda et, dans cette courte pause,
Békhild sentit de nouveau au fond des elle ce pincement tranquille. Cet homme sait être près des un enfant sans fausseté. Elle aime, accepta Romonde. Et toi, insista Haïdar. Romonde retint son regard. Comme est-ce il décidait jusqu'où il pouvait être honnête. Et il dit, comme pour lui-même, et moi je aime quand on aime à temps. Les mots sonnèrent simplement. Et né pour cette raison même, ils devinrent dangereux. Békhild cessa de sourire une seconde. Pas parce qu'elle eut peur, parce qu'elle entendit quelque chose que on haine entend pas des ordinaires sur une foire. Ici, on parle plus souvent du prix, de la route, de qui a acheté quoi à qui et de qui a trompé qui. Lui, il parla de elle attente, comme si était la chose la plus importante. Békhild retrouva vite son sourire, comme si elle ne voulait pas laisser voir que ces mots souhait elle avait touché en plein cœur. Alors porte-elle amulette, marchand. Peut-être que la chance te conduira vers ceux qui savent attendre, dit-elle. Et elle lui fit un clin d'œil avec une légèreté, comme si elle et on parlait de la météo. Romonde inclina légèrement la tête, acceptant ces paroles comme un don court, on ne peut pas saisir. Puis il recula un pas, comme essai. Il craignait de attarder et de montrer trop. Mais il ne parvint pas non plus à partir tout de suite. Il regarda elle, étale, ses mains, Haïdar, qui tendait déjà les doigts vers autre pendentif. Et il se surprit à penser qu'il voulait revenir. Pas pour elle, l'amulette, pour sa façon de rire, pour sa façon de se tenir, comme si le monde ne lui devait rien, et pourtant comme si elle savait en tirer de la joie. Pour cette impression que, près d'elle, même le quai bruyant est pas un lieu de marchandage, mais un lieu de vie. Romonde se fondit dans la foule, mais elle, amulette, resta dans sa paume, tiède du contact de ses doigts. Il la glissa sous ses vêtements, près de sa poitrine, comme on cache non pas un achat, mais une promesse. Et tandis que la foire continuait de gronder, tandis que les vendeurs criaient et que les acheteurs se disputaient, une seule pensée lui tournait dans la tête, trop basse pour que quelqu'un des autres elle entende, et trop insistante pour qu'il la chasse. Si la chance commence vraiment ainsi, alors demain, il reviendra à cet étal. Le lendemain, Romonde arriva au quai plus tôt que la foire N, avait eu le temps de enflammé pour de bon. Et Jo gardait encore la fraîcheur du matin. Sur les planches du ponton, une fine humidité restait posée. Et les odeurs étaient plus nettes, le sel, le bois mouillé, la fumée des premiers feux. Les marchands n'avaient pas fini de disposer leurs marchandises. Romonde marchait parmi eux calmement, sans se hâter. Comme il avait nulle part où courir et rien à poursuivre. Il vit Békhild de loin. Elle se tenait déjà devant son étal, ajustait des lanières, redressait des fils de perles, tandis que Haïdar tournait autour, essayant d'aider avec un tel zèle qu'il gênait parfois plus qu'il ne servait. « Il est venu !» annonça Haïdar avec importance, comme il faisait à sa sœur le rapport un événement sérieux. Békhild leva la tête et un sourire apparut sur son visage. « Il est venu », dit-elle. Donc, la chancelée n'a pas menti. Romonde s'arrêta devant elle étal comme s'il était réellement venu mettre la chance à elle épreuve. Il avait apporté un pain encore chaud, qui sentait un peu le four, et un petit morceau de douceur pour Haïdar, acheté chez le vendeur voisin. Il posa le pain sur le bord de la table avec précaution, comme si ce n'était pas de la nourriture, mais un signe. « Est pour toi », dit-il à Békhild, « pour hier. » Békhild regarda le pain, puis le regarda, et secoua la tête, mais sans refus tranchant. « Tu es pas obligé, » dit-elle. Romonde haussa un peu les épaules. « Je t'aime quand tout est honnête, » répondit-il, « et quand les gens mangent. » Haïdar se jeta déjà sur la douceur et oublia aussitôt son sérieux. Il la déballa, la fourra dans sa bouche et plissa les yeux de plaisir. Békhild regarda cela et rit doucement. « Tu vois,
dit-elle à Romund. C'est comme ça que la chance se fait. Petite mais vraie. Romund ne discuta pas. Il resta près Haïda, a déplacé un paquet lourd de bricoles, lui passa une corde, redressa un appui de étal. Il le faisait comme si travailler de ses mains lui était familier. Et ce N était pas une gentillesse jouée. Bekil remarqua avec quelle adresse il nouait les nœuds, comme il portait la charge avec assurance, comme il prenait, sans les écraser, les fils fins chargés de perles. Et en elle s'éveilla un intérêt qui n'avait rien de celui d'une foire. Qui est-que cet homme capable d'être si précis, dans les gestes comme dans les mots? Vers midi, la foire prit vraiment vie. Le bruit monta. Les premiers querelleurs apparurent, les premières voix joyeuses aussi. Quelqu'un avait déjà eu le temps de se fâcher pour un prix. Quelqu'un avait déjà eu le temps de se réconcilier pour un rire. Romonde restait à côté, sans coller. Il s'éloignait un pas, puis revenait, comme la mer qui ne s'impose pas au rivage, mais reste toujours là. Il aimait regarder Bekhild vendre ces petites choses. À un moment, un homme au visage dur et aux épaules largesses s'approcha de étal, clairement pas du genre à aimer les conversations inutiles. Il regarda les pendentifs et demanda, sans élever la voix, presque sans expression, « Tu as quelque chose pour que la mer ne soit pas mauvaise ?» Bekhild ne rit pas, ne plaisanta pas. Elle sortit une amulette simple et dit calmement, « La mer restera la mer, mais que au moins elle ne se souvienne pas de toi. » Elle homme grogna, posa une pièce et ça en alla, cachant le pendentif dans sa paume comme il craignait d'elle attirée par le mauvais œil. Romonde regardait cela et sentait quelque chose, en lui, répondre doucement. Il connaissait la mer, et il savait que les hommes sont impuissants devant elle. Mais il savait aussi autre chose. On marche plus facilement quand on a ne serait-ce qu'un peu d'espoir. Même dans un os, dans un caillou, dans une babiole ridicule. Bekhild surprit son regard et sourit. « Tu te moques, hein ?» demanda-t-elle. « Non, dit Romund. Je comprends, c'est et tout. » Bekhild plissa les yeux. « Tu comprends quoi ?»« Que parfois ce N n'est pas l'objet qui compte le plus pour les gens, » répondit-il, « mais le fait que quelqu'un leur dise « tu vas y arriver ». Une seconde, elle se tut, comme si cela, elle, avait atteint plus profond qu'elle ne voulait le montrer. Puis elle sourit de nouveau, mais plus bas, plus calme. « Tu vois, dit-elle, et toi tu voulais marchander. Heureusement que je t'ai donné la chance gratuitement, sinon tu serais parti les mains vides. » Et il voulut répondre avec une plaisanterie habituelle, mais ne le fit pas. À la place, il dit doucement, sans jeu, « Je ne serais pas parti. » Et lui-même fut surpris de la simplicité avec laquelle cela était sorti. Bekhild aussi fut surprise. Une gêne passa sur son visage, légère, comme elle, ombre un nuage. Elle détourna les yeux vers Haïdar comme si elle y trouvait un salut, et dit plus fort que nécessaire, « Haïdar ne touche pas au couteau, et ne va pas mettre les mains dans les sacs des gens. » Haïdar fit comme s'il n'avait jamais eu cette idée. Mais il se retrouva aussitôt près de Romonde. Le garçon aimait qu'un homme adulte ne l'écarte pas un geste. Et, comme pour le vérifier, il demanda, « Tu es vraiment marin ?» Romonde hocha la tête. « Vraiment, dit-il. Et tu sais faire des nœuds qui ne se défont pas ?» Romonde regarda la corde près de étal et tendit la main. « Montre-moi lequel tu veux, dit-il. » Haïdar attrapa le bout de la corde et se mit à expliquer comme il savait lui-même ce qu'il demandait. Romonde sourit et commença à montrer. Ses doigts bougeaient avec assurance, avec douceur, comme ceux un homme qui a souvent ligaturé des cordages avec les mains froides. Il fit un nœud simple mais solide et expliqua à Haïdar pourquoi il tient. Il ne parle pas trop longtemps, pas comme un maître, mais comme quelqu'un qui partage ce qu'il sait. Si tu veux que ça tienne, dit-il, ne tire pas bêtement. Laisse la corde se poser comme il faut, alors elle tiendra elle-même. Haïdar répéta le mouvement, à bord de travers, puis mieux.
Romonde ne le pressa pas. Békild observait et sentait en elle grandir une joie chaude et silencieuse. Pas parce que Hello Homme savait faire des nœuds, mais à cause de la manière dont il regardait Haïdar, sans irritation, sans ennui, comme si ce garçon comptait vraiment. Ainsi passa la journée. Et le lendemain, Romonde revint encore. Et encore. Et encore. On aurait dit qu'il avait décidé, le temps une semaine, de haine, être pas celui qu'il était en vérité, mais un simple marin attardé dans un endroit tugé, parce qu'il s'y sentait bien. Il a aidé Békild dans ses affaires, apportait des petites choses couastiques et rendait entre la vie plus facile, et le faisait comme il ne cesse, en rendait pas compte. Tantôt il trouvait du bois sec et le laissait devant sa porte, sans frapper. Tantôt il apportait un morceau d'étoffe, parce qu'il avait vu que la manche de Haïdar était déchirée. Tantôt il achetait, à la foire, une pomme et la donnait au garçon, puis disait que il aimait pas le sucré, même si ce était pas tout à fait le vrai. Ces jours-là, Békild devenait plus hardi. Elle parlait davantage avec lui, pas seulement de marchandises, pas seulement de météo. Elle racontait comment elle vivait avec Haïdar, combien il était parfois lourd de porter la journée sur ses épaules, et comment elle savait pourtant se réjouir. Elle parlait de la petite maison, où le soir, El âtre donne de la chaleur, de ce que est bon quand le jour est sans pluie, quand les gens viennent plus volontiers et ne se cachent pas sous leur cape, de ce que est drôle quand un acheteur demande une amulette contre le mauvais œil, et que il regarde lui-même si durement qu'il pourrait ensorceler un seul regard. Nous sommes pauvres mais chanceux, dit-elle un jour après avoir vendu plusieurs pendentifs, un coup, et avoir vite glissé les pièces dans une bourse. Je vends des amulettes, donc de la chance, j'y en ai beaucoup. Romonde rit doucement, et il n'y avait aucune moquerie dans ce rire. Il la regardait comme si ces mots « haine » n'étaient pas une plaisanterie, mais quelque chose d'important. « Et si la chance finit ?» demanda-t-il. Békild haussa les épaules. « Alors je t'en vendrai une nouvelle, » dit-elle. Et elle sourit avec une telle facilité qu'on aurait dit qu'elle ne croyait pas à la fin de la chance, ou qu'elle en avait tout simplement pas peur. Romonde se surprit à constater qu'auprès d'elle, lui aussi s'est cédé à avoir peur. Pas de la mère, non. La mère, il ne la craignait plus depuis longtemps. Il la respectait seulement. Il craignait autre chose. Le fait que dans sa vie, trop de choses soient décidées par elle argent. Le fait que les gens lui sourient parce qu'ils savent tout ce qu'il y a dans ses coffres. Et voilà qu'il y a. Auprès de Békild, soudain, tout était différent. Elle se moquait de ce qu'il pouvait payer. Elle le regardait non comme une bourse, mais comme un homme. Et à cause de cela, il avait envie d'être un homme. Elle se mit à poser des questions simples, mais qui accrochaient. Où il vivait? Qui étaient les siens? Quelle maison il avait? De quoi il rêvait? Et chaque fois, Romonde sentait en lui monter une inquiétude. Pas parce qu'il avait honte de sa richesse. Il avait honte de ce que la richesse devient toujours un mur. S'il disait la vérité, peut-être qu'elle se tairait, deviendrait plus prudente, se mettrait à le regarder autrement. Et il ne voulait pas d'un autre regard. Il voulait ce rire, cette franchise, cette légèreté vivante avec laquelle elle parlait, comme si la vie, même difficile, valait quand même la peine. Alors il répondait de façon à ne pas mentir et à ne pas trop en dire. « Là où il y a la mer, » disait-il à propos de sa maison. Békild soufflait, moqueuse. « Encore la mer? Chez vous, la mer remplace les murs, c'est ça ?» Il souriait et ne discutait pas. « Qui sont les tiens ?» demandait-elle. « Les mêmes que moi, » répondait-il. La mer nourrit et la mer reprend. Haïdar, pendant ces jours-là, attacha fortement à Romonde. Il le suivait comme une petite queue sur le quai, tirait sa manche, exigeait qu'on lui montre encore des nœuds, encore des choses de mer. Romonde ne
écartait pas. Il dénicha quelque part un morceau de bois, prit un couteau et, devant Bekild, sculpta pour le garçon une petite barque. Il le faisait lentement, pour que Haïdar voie comment la forme naît. Puis il adoucit les bords, pour que elle, enfant, ne se plante pas d'écharde dans les doigts, et tendit la barque comme un cadeau qu'où on n'a pas honte d'offrir. « C'est ton navire, dit-il. Fais attention à ne pas le noyer. » Haïdar serra la barque si fort, comme s'il venait de recevoir un vrai trésor. Bekild sentit son cœur se serrer. Pas de douleur, mais une douceur effrayante. Elle avait toujours pensé qu'il n'y aurait pas, et dans sa vie, un homme qui accepterait tous les deux. Elle avait jamais dit à voix haute, mais cette peur vivait en elle, silencieuse, comme le vent des hivers sous la porte. Et maintenant, elle voyait Romund rire avec Haïdar, écouter patiemment ses questions, se pencher vers lui, pour ne pas être trop haut. Et, en elle, grandissait un sentiment auquel elle ne se hâtait pas de donner un nom. Un jour, Haïdar ramena à l'air étal un morceau de vieille corde et exigea que Romund raconte un conte de mer. Bekild voulut dire qu'il avait des affaires, qu'il était occupé. Mais Romund assis prême sur le bord du ponton, adossa à un tonneau et hocha la tête. « D'accord, dit-il, mais il faut écouter attentivement. » Haïdar s'assit en face, la bouche ouverte. Bekild s'installa à côté, comme si elle était occupée à trier des perles. Mais, en réalité, elle y écoutait aussi. Romund parlait de la mer comme parlent ceux qui, elles, ont vu sous bien des visages. Il ne cherchait pas à effrayer, elle, enfant exprès. Mais il ne faisait pas non plus semblant que la mer soit sans danger. Il raconta Ran, maîtresse des profondeurs, dont les marins parlent à mi-voix quand l'écho assombrit un coup et que le vent change de sens. Il dit qu'elle a un filet et que, paraît-il, elle attrape ceux qui se noient et les emmène avec elle, en bas, là où il y a le silence et le froid. Haïdar écoutait, les yeux grands ouverts, et serra plus fort sa barque de bois. « Elle est gentille ?» demanda-t-il. Romund réfléchit et répondit honnêtement. « Elle est ni gentille ni méchante. Elle est juste la mer, mais avec un visage. On ne se dispute pas avec la mer. Avec la mer, on entend par les actes. On tient les cordages fermement. On ne crie pas pour rien, et on aide les uns les autres. » Bekild le regardait et pensait qu'il ne parlait pas seulement de la mer. Puis il raconta une autre histoire, non plus sur les dieux, mais sur un monstre, celui dont les marins aiment parler près du feu, quand la nuit est longue et qu'on veut que la peur soit dans un conte, pas dans le cœur. Sur la Havgoufa, un monstre marin qui, dit-on, peut sembler être une île ou un haut fond tranquille, puis, soudain, éveiller et emporter un navire. Il parle de la façon dont la mer trompe parfois les yeux et de l'importance de ne pas croire la première impression quand l'océan est trop calme. Haïdar écoutait et, à un moment, demanda « Et toi, tu l'as vu ?» Romund eut un sourire, mais sans raillerie. « J'aurais vu beaucoup de choses auxquelles il vaut mieux ne pas donner de nom, » dit-il. « Mais, le plus souvent est ce haine, et pas le monstre qui fait le plus peur. Le plus ce sera chnossi, c'est quand homme reste seul. » Bekild sentit ces mots accrochés. Elle se détourna vers les perles pour cacher son visage et se mit à les faire courir entre ses doigts plus vite qu'il était nécessaire. Les jours passaient. Une semaine dans ces parages filait vite, comme un vent favorable. Et avec les jours, grandissait ce qu'il est difficile d'arrêter, une fois que cela a commencé. Bekild se surprenait de plus en plus à attendre le bruit de ses pas. Haïdar demandait de plus en plus souvent, le matin, s'il viendrait. Et Romund attardait de plus en plus près plus longtemps qu'il ne voulait se autoriser. Il commençait à comprendre que cette semaine, qui aurait dû n'être qu'un arrêt entre deux routes, était devenue pour lui autre chose. Comme ça, il avait mis pied à sa terre et découvert soudain que le rivage peut être une maison. Et pourtant,
En lui vivait un nœud que il ne déliait pas. Il se cachait. Pas son nom, pas son métier, pas le fait qu'il sait compter et marchander. Il cachait le poids de son aisance, parce qu'il craignait de perdre ce qui était tissé entre eux si facilement. Il craignait que elle argent la rende prudente, que elle se mette à sourire autrement, que ses plaisanteries deviennent plus précautionneuses, que elle commence à se tenir près de lui comme si elle n'avait pas le droit à son propre rire. Et lui voulait qu'elle soit elle-même. Il voulait être choisi non pour ce qu'il peut donner, mais pour ce qu'il est. Quand il haigne, il n'y a rien à acheter. Beckhild sentait ce non-dit. Elle ne savait pas ce qu'il cachait exactement, mais elle voyait comment il évitait les questions. Et plus elle s'habituait à lui, plus elle voulait le comprendre jusqu'au bout. Un soir, alors que la foire était presque finie, que les marchands rassemblaient déjà leurs affaires et que le quai commençait à se vider, Beckhild referma la bourse de pièces et dit, comme en passant, « Tu parles tout le temps de la mer, Romund. Mais est-ce que ce que tu as là-bas, à part la mer? Tu as quelqu'un? Une maison qui t'attend ?» Il se tenait près d'elle, une corde à la main, l'aidant à tirer la toile du haut vent. À cet instant, il aurait pu répondre franchement. En lui monta le désir de dire la vérité, au moins une part, au moins une petite part. Mais la peur fut plus forte. Il n'aimait pas cette peur, et pourtant, il lui obéissait. « J'ai une maison, » dit-il. Rien d'extraordinaire. Beckhild le regarda attentivement. Son regard était calme, sans accusation, mais une telle force qu'il était difficile de s'y cacher. Rien d'extraordinaire, ça sonne comme si tu ne te croyais pas toi-même, dit-elle. Romund sourit, mais son sourire resta contenu. Peut-être que je ne sais pas parler joliment, répondit-il. Beckhild allait dire quelque chose, mais à ce moment-là, Raïdar accourut vers eux en agitant sa barque de bois. Regarde, elle flotte, dit-il, et il posa la barque dans un tonneau où quelqu'un avait laissé un peu d'élo de pluie. La barque oscilla et se mit à tourner en rond. Beckhild éclata de rire, et la tension entre elle et Romund se défit, comme si elle avait jamais existé. Mais elle ne disparut pas complètement. Elle rentra en dedans, devint plus silencieuse, et, de ce fait même, plus forte. La nuit, quand Romund rentrait vers lui, vers son navire, ou vers elle, endroit où il s'était arrêté, il toucha de nouveau les amulettes sous ses vêtements. On aurait dit que le pendentif était devenu plus lourd au cours de cette semaine. Pas par son poids, mais par son sens. Il se surprit à avoir peur d'une seule chose, qu'au bout de quelques jours, il lui faille partir. Et qu'alors il laisse ici non seulement une foire, non seulement un quai bruyant, mais des gens auxquels il étaient déjà attachés, comme il ne y était plus autorisé depuis longtemps. Et cette nuit-là, quand la foiresse était déjà tue, et qu'un vent humide restait au-dessus du quai, Romund ne parvint pas à endormir pendant longtemps. Il pensait à la façon dont Beckhild riait, à la façon dont Raïdar le regardait, confiant et droit. Et il pensait que il disait la vérité sur lui-même. Tout pouvait changer. Mais que il ne la disait pas. Tôt ou tard, la vérité trouverait quand même son chemin. Comme elle, trouve une feinte entre les planches. Le soir suivant, Romund arriva tard, quand beaucoup d'étals étaient déjà fermés. Il marchait autrement que d'habitude. Comme il se hâtait tout en retenant ses pas. Hélène n'avait pas sur le visage sa légèreté habituelle. Il s'arrêta au bord de sa table, regarda Beckhild comme il était important, maintenant, de dire les choses correctement, et il prononça « Jot ait besoin une autre amulette ». Beckhild leva un sourcil et tenta aussitôt de cacher son inquiétude derrière sa moquerie familière. « Pour la chance, tu en as déjà une, » dit-elle. « Ou bien tu as perdu celle que je t'ai donnée ?» Elle le dit simplement, mais en elle se leva une sensation étrange, comme il n'était pas venu pour une babiole. Raïdar, en entendant le mot amulette, anima tout de suite
et se redressa, comme un chaton à qui on montre une écuelle. Romonde secoua la tête. « Je ne l'ai pas perdue, » répondit-il. « Elle est avec moi. » Il ajouta pas où, mais pour une raison inconnue. Bekild imagina aussitôt que l'amulette était plus près de son cœur que de sa poche. À cette pensée, une chaleur lui monta dans la poitrine, et elle se sentit gênée, comme surprise en train d'avoir une pensée de trop. « Alors, qu'est-ce qu'il te faut ?» demanda-t-elle, en faisant semblant d'être fatiguée et de vouloir fermer étale au plus vite. Romonde la regarda droit dans les yeux, pas comme regardent les hommes à la foire quand ils veulent plaire, et pas comme regardent les marchands quand ils veulent faire baisser le prix. Il regardait comme il ne voulait plus se cacher derrière des mots. « Alors pour elle amour, » dit-il. Bekild ne trouva même pas quoi répondre. À bord. Les mots avaient sonné simplement, mais ils frappèrent, doucement et profondément. Elle voulut rire, parce que le rire, avait toujours sauvé de ce qui fait peur. Elle voulut dire que l'amour ne se vend pas, que c'est n'est pas une amulette, ni une perle, ni un couteau. Elle voulut dire qu'il la faisait encore rire pour se détourner de ses pensées de mère. Mais quand elle ouvrit la bouche, le rire ne sortit pas. Dans sa gorge, il y avait de la chaleur et de la sécheresse. Haïdar promenait son regard de l'un à l'autre, sans comprendre tout le poids de la scène. Mais en sentant que était quelque chose d'important, il demanda tout bas, presque en chuchotant, comme il craignait d'effaroucher à l'instant. « Et l'amour aussi, ça peut être de la chance ?» Bekild regarda vite son frère, et cela, aida à se ressaisir. Elle secoua la tête, comme si elle chassait de trop grandes pensées, et renifla, cherchant à retrouver sa légèreté habituelle. « Pour l'amour, si tort, » dit-elle. « Tu as décidé de me prendre toutes les sortes de chances, qu'est-ce que c'est ça ?» Roman eut un léger sourire, mais il était tendu. « Je t'ai décidé de ne pas repartir ici les mains vides, » répondit-il. À ces mots, elle sentit son cœur battre plus vite. Il aurait pu là repartir vers le flou, comme il le faisait avant. Il aurait pu plaisanter. Il aurait pu faire comme si ce était qu'un jeu, mais il se tenait calme, et il attendait. Et, par cette attente, il la retenait, sans la toucher. Bekild ouvrit la bourse de pendentifs et se mit à les trier, faisant semblant de choisir. En réalité, LS achetait des secondes. Ses doigts touchaient Hélios, le métal, les fils, et elle sentait l'air autour eux devenir plus étroits, comme si la foire était enfin tue pour écouter. Elle sortit, amulette la plus simple, même ridicule, à ses yeux. Sans beauté, sans gravure habile, petite et comme sans sérieux, comme faite pour que homme sourit plus facilement, et non pour que il ait peur. Et elle l'attendit à Romond aussi brusquement qu'au premier jour. « Prends, » dit-elle, « que celle-là aussi tu la trouves au plus vite. » Et, sans réfléchir, elle ajouta un peu plus doucement que elle aurait voulu. Romonde prit l'amulette, mais ne la cacha pas tout de suite. Il la tenait dans sa paume et la regardait comme s'il n'y voyait pas un pendentif, mais une porte par laquelle il fallait passer. Alors, Bekild remarqua que ses doigts tremblaient très légèrement, presque imperceptiblement, et une pensée la frappa. Cet homme qui sait tenir tête à la mer a plus peur maintenant qu'au cœur une tempête. Il leva les yeux et dit tout bas, « Il me semble que je l'ai déjà trouvé. » Bekild eut pas le temps de demander ce qu'il voulait dire. Eut pas le temps de sourire, ni de reculer. Romonde fit un pas plus près, et le monde autour eux sembla rapetisser. Il ne attrapa pas, ne la serra pas brusquement, ne fit rien pour se donner en spectacle, comme font ceux qui veulent qu'on les regarde. Il posa sa paume sur son visage avec précaution, comme
Il vérifiait si ce « N » était pas un rêve. Et puis elle embrassa. Le baiser fut bref, mais il contenait plus de vérité que toutes ces réponses prudentes de la semaine. Elle embrassa comme un homme qui a enfin cessé de compter ce qu'il est permis de donner, et qui a donné simplement tout ce qu'il ressent. Bekild se figea. Il y avait en elle ni honte, ni étonnement naïf. Elle connaissait les baisers. Elle connaissait, l'intérêt des hommes. Elle connaissait la facilité avec laquelle les mots deviennent des promesses, puis oubli. Mais ce baiser-là était différent. Il n'y avait pas de cupidité pressée. Il y avait de la chaleur et de la peur, et une résolution silencieuse. Quand il se recula, Bekild ne rouvrit pas les yeux tout de suite, comme si elle voulait garder ce sentiment encore un instant avant de reprendre son souffle. Puis elle le regarda comme on regarde un homme qui, soudain, est devenu plus proche qu'on ne peut l'être. Expliquer. Haïdar était assis, les yeux écarquillés, et il se taisait. On aurait dit qu'il ne savait pas cesse, il avait le droit de parler, et était rare. Bekild avala sa salive, cherchant à retrouver sa voix. « Tu » dit-elle, mais les mots ne vinrent pas. Romonde ne la laissa pas se cacher derrière une plaisanterie. Il prononça à voix basse, presque calmement. « Je vais bientôt repartir en mer. » Ces mots tombèrent entre eux, lourds. Bekild sentit la joie dans sa poitrine se couvrir aussitôt d'inquiétude, comme un feu se couvre de cendres. Elle savait que cela devait arriver. Elle savait que la mer lâche rarement ceux qui lui appartiennent. Mais était une chose de le savoir, et une autre de entendre maintenant, après le baiser, quand le cœur avait pas encore essayé le temps de refroidir. Bekild baissa les yeux vers sa table, vers la bourse de pièces, vers les fils de perles. Tout cela, soudain, lui parut si petit, pas inutile, non, juste petit. Elle vivait de cela, elle y tenait. Et pourtant, elle voyait maintenant, ce ne sont pas des chaînes, mais une habitude. Et elle s'est serrée plus fort que importe quelle chaîne. Romonde inspira comme s'il apprêtait à plonger dans de l'eau eau froide, et dit « Viens avec moi, dans mon pays. » Il ne prononça pas cela comme un ordre, ni comme une affaire alléchante. Il ne promit pas des montagnes d'or, ni une vie facile. Il proposa seulement, comme on propose une place près du feu. Bekild leva les yeux vers lui. Il y avait tout, dans ce regard. Le désir, la peur, l'habitude de vivre prudemment, et cette légèreté à se lancer, qu'il avait toujours sauvée quand il fallait risquer. Elle voulut demander quel pays, qui il était, ce qui, attendait là-bas. Elle voulut demander pourquoi il était tu sur lui-même toute la semaine. Elle voulut demander comment il comptait accepter sa vie, sa pauvreté, ses amulettes un peu ridicules. Mais la question la plus importante était là, tout près, dans la petite paume chaude de Haïdar, dans son visage confiant. Bekild se tourna vers son frère. Haïdar regardait Romonde sans cligner des yeux. Et dans ce regard, il y avait quelque chose qu'on ne peut pas jouer. Le garçon le tenait déjà pour sien, parce que il était bon, parce que il avait fait une barque, parce que il écoutait. Bekild comprit soudain que elle ne pourrait pas laisser Haïdar. Jamais. Elle n'y pensa pas comme à un exploit, ni à un sacrifice. C'était simplement sa vie, son sang, son devoir, son amour. Et si Romondel appelait, il devait comprendre. Il appelait pas une seule personne. Elle se retourna vers Romonde et demanda tout bas, sans détour. « Et mon frère, elle emmène ?» Romonde répondit aussitôt, comme si cette question était pour lui la plus claire et la plus simple. « Bien sûr, dit-il, je ne t'aurais pas appelé si je appelé que toi. » Bekild sentit quelque chose se desserrer en elle, comme si un verrou qui retenait sa prudence avait claqué et s'était ouvert. Elle ne savait pas ce qui attendait devant.
Elle ne connaissait la mer que depuis le rivage. Elle savait elle est belle et dangereuse. Mais à ce milieu-là, à côté d'elle, se tenait un homme qui, haine, avait pas eu peur de sa vérité. Et cela valait plus que haine, importe quelle promesse. Elle passa la main sur le bord de la table, comme pour lui dire adieu, et murmura, plus pour elle-même que pour quelqu'un. Eh bien, si la chance a commencé, elle continue. Raïdar bondit, comme s'il venait entendre ce qu'il espérait le plus. On part? Vraiment? Demanda-t-il, et sa voix trembla d'enthousiasme. Békildès s'accroupit près de lui, le prit par les épaules, le regarda dans les yeux. On part, dit-elle, mais tu obéiras. Sur un navire, ce n'est pas la foire. Raïdar hocha la tête avec tant d'ardeur qu'on aurait dit qu'il pouvait, à force de hochements, prouver qu'il était déjà grand et fiable. Romonde les regardait, et, pour la première fois de la semaine, quelque chose d'entièrement simple apparut sur son visage, presque clair. Ce haine n'était pas le sourire un marchand, ni le sourire un marin. C'était le sourire un homme qui a reçu ce qui ne s'achète pas. Mais, dans cette clarté, une ombre se cachait dans ses yeux. Il comprenait il venait de faire un pas après lequel il est impossible de reculer. Il comprenait que désormais, il lui faudrait les conduire là où on le connaît, là où il a un nom et des hommes, là où chaque parole à son sujet sonne plus fort qu'ici, au quai. Et surtout, il comprenait que la vérité sur lui ouvrirait de toute façon, quoi qu'il fasse, comme il avait beau vouloir rester encore un peu seulement un marin. Békil se mit à ranger l'étal plus vite que d'habitude. Pas par hâte, mais parce que si elle s'arrêtait, la peur la rattraperait. Elle rangeait les pendentifs, nouait les bourses, cachait les pièces, comme si elle disait adieu à son ancien jour tranquille. Raïdar courait autour, tantôt serrant sa barque, tantôt essayant d'aider, tantôt incapable de tenir en place. Remonde un silence, soulevait ce qui était lourd, tenait, attachait, faisait ce qu'il sait faire. Parce que, avec les mains, il est plus facile de retenir un sentiment trop grand. Quand tout fut rassemblé, ils quittèrent le quai pour aller jusqu'à la maison de Békild, prendre le nécessaire. La nuit reposait déjà sur les eaux, et les navires, au bord, se balançaient doucement, comme s'ils écoutaient. Le vent était devenu plus froid. Et, dans ce vent, Békild sentit soudain que ce n'était pas seulement une route qui elle attendait. Était une autre vie. À la porte de sa maison, elle s'arrêta une seconde et regarda Romonde comme si elle voulait dire quelque chose d'important, sans savoir comment. « Tu es sûr ?» demanda-t-elle enfin. Romonde ne chercha pas de grands mots. Il hocha seulement la tête et répondit comme répondent ceux qui ont déjà décidé et ne veulent pas orner la décision de trop de choses. « Je n'ai pas été aussi sûre depuis longtemps. » Békild hocha la tête, elle aussi. Elle prit Raïdar par la main et entra pour rassembler leurs affaires. Et Romonde resta sur le seuil une seconde de plus que nécessaire. Il regardait cette petite maison, la lumière à elle intérieure, et sentait son cœur tirer vers là, comme si était déjà sa place. Et dans même temps, autre chose se levait en lui, lourd et inévitable. Bientôt, il verrait naner son monde. Et alors il faudrait savoir si leur amour nouveau peut tenir, non seulement contre la mer, mais aussi contre la vérité de ce qu'il est réellement. La mer ne les accepta pas tout de suite. Elle aime pas qu'on y entre sans habitude, et elle éprouve chacun de ceux qui osent arracher au rivage. Les premiers jours, la route fut régulière. Le vent resta docile, la voile tira le navire avec aisance, et Békild eut même le temps de rire quand les embruns atteignaient le pont et lui chatouillaient le visage. Elle se tenait, agrippée au bastingage, regardait Eldas, elle haut changer de couleur, et tout en elle ressemblait à cette légèreté même dont elle vivait sur la rive. Raïdar courait sur le pont comme dans sa cour. S'accrochait au cordage,
posait des questions à tout le monde, et les hommes du navire le regardèrent à bord avec prudence, puis y habituèrent vite. Les enfants savent-ils en toujours percer la plus solide des prudences. Quand ils haïssent, il n'y a pas de méchanceté près des eux. Romonde restait presque toujours à côté des eux. Il ne cachait pas Béquilde à elle l'équipage. Il ne faisait pas comme si elle n'était qu'une passagère de hasard. Il la présentait calmement, comme une part de sa route. Quand elle pâlissait sous le roulis, il lui apportait sans un mot de héléo et du pain sec, asseyait près d'elle, sans la toucher, mais assez proche pour que, elle sache, si cela empirait, il la tiendrait. Quand Haïdar emportait trop et oubliait les endroits dangereux du pont, Romonde ne criait pas. Il attrapait simplement le garçon par le col et parlait une voix égale, comme R. Il expliquait une chose importante. Et non comme SS, il faisait une remontrance. Ne cours pas là où il y a des cordages sous les pieds. Les cordages ne se fâchent pas, mais ils ne pardonnent pas. Haïdar l'écoutait. Était là la force étrange de Romonde. Il ne poussait pas. Et pourtant, elle écoutait. Le voyage prit plus de temps que Béquilde ne se était imaginé dans ses rêves. Un rêve on fait toujours court, et une route est toujours plus longue. Il y eut des jours où le vent tombait, et le navire semblait immobilisé, comme une bête qui écoute. Il y eut des nuits où la mer faisait un tel bruit qu'on aurait dit qu'elle parlait au ciel, et que dans cette conversation, les hommes n'ont pas leur place. Béquilde allongé près de Haïdar, le couvrait de sa cape, et écoutait ce grondement, sentant son cœur se serrer, puis se relâcher. Elle pensait à sa petite maison au rivage, à elle et Tal, aux odeurs familières, et en même temps se surprenait à ne plus regretter. En elle vivait un sentiment mêlé de peur et de joie, comme avant un saut, quand les pieds ont déjà quitté le sol et que la terre reste encore en mémoire. Parfois, Romonde racontait des contes à Haïdar pour qu'il ne s'ennuie pas. Béquilde écoutait aussi, en faisant semblant d'être occupé. Il parlait de la mer sans horreur inutile, mais avec honnêteté, de la façon dont une vague peut être douce toute la journée, puis, soudain, devenir étrangère. De importance de rester ensemble. Béquilde remarquait que, quand il parlait ainsi, sa voix changeait. Il y avait moins du marchand, moins de l'homme qui s'est compté, et plus de celui qui s'est préservé. Et était cela en lui qui, elle, attirait le plus. Quand la côte apparut enfin, Béquilde ne comprit même pas tout de suite que était la fin de la route. Elle vit une bande sombre de terre, vit de la fumée au-dessus des maisons, et, à cet instant, sentit comme une lourdeur tomber dans son ventre. Son rêve d'aventure, de vie nouvelle, devenait soudain une réalité qui sent la terre mouillée et la fumée étrangère. Haïdar cria de joie, comme s'ils arrivaient dans un conte. Il sautait, montrait du doigt les maisons, les gens sur la rive, les chiens qui couraient au bord de Elio. Béquilde lui sourit, mais son sourire fut tendu. Romonde se tenait près du bordage et regardait droit devant. Comme il revenait là où tout était depuis longtemps décidé sans lui. Béquilde approcha et demanda à voix basse « est ton pays ?» Il hocha la tête. « Oui, dit-il. Après, ce sera plus simple. » Elle ne demanda pas ce que signifiait ce plus simple. Elle le sentait déjà. La suite ne serait pas plus facile. La suite serait autre. Le navire entra dans le Havre et tout autour anima. Les gens sur la rive commencèrent à reconnaître Romonde avant même qu'ils mettent le pied sur le ponton. L'un leva la main pour le saluer, l'autre hocha la tête. Un troisième donnait déjà des ordres, alors que Romondaine n'avait encore rien dit. Était étrange à voir. À la foire du quai, il n'était qu'un homme au regard droit. Ici, dans chaque geste des autres, on sentait le respect et l'habitude d'obéir, comme S.I.L.N. était pas seulement marin, mais quelqu'un qui ramène du large une forme d'autorité.
Bekil tenait la main de Haïdar plus fort que d'habitude. Le garçon ne le remarquait pas. Il se pressait en avant, voulait tout toucher, tout savoir. Romonde les aida à descendre, tendit la main à Bekild. Il le fit calmement, comme toujours. Mais elle vit autre chose. La manière dont les gens le regardaient, se rangeaient, et comment certains, elle, appelaient par son nom, avec le ton dont on appelle un maître. Ils prirent le chemin qui montait depuis Edo. Bekild S attendait à voir une cour ordinaire, une maison ordinaire. Peut-être un peu plus grande que la sienne. Elle imaginait un abri, un foyer, une vie simple, seulement ailleurs. Mais plus ils avançaient, plus cela devenait clair. Son attente était enfantine. La maison de Romonde ne se tenait pas comme les autres. Elle se dressait comme si on ne l'avait pas construite pour une saison, ni pour une seule vie. Grande, solide, avec des murs robustes. Une cour où il y avait place pour les gens, les bêtes et les réserves. Près du portail, on attendait déjà. Plusieurs personnes se tenaient là comme si elles savaient, avant ce qu'il arriverait précisément aujourd'hui. Dans leurs gestes, il n'y avait pas de curiosité, mais une disponibilité. Quand Romonde entra dans la cour, les gens inclinèrent la tête. Pas bas, pas servilement, mais avec respect. Quelqu'un lui prit aussitôt sa cape. Quelqu'un se tendit vers les ballots. Quelqu'un demanda où portait quoi. Et, à cette vue, tout se figea en Bekild. Elle s'arrêta comme si ses jambes refusaient d'aller plus loin. Haïdar lui arracha la main et courut en avant, parce qu'une grande cour était un cadeau pour lui. Il vit un chien et se mit aussitôt à elle appeler. Il vit un grand poteau près du portail et décida qu'on pouvait y grimper. Bekild voulut le rappeler, mais sa voix se coinça. Elle regardait la maison et ne comprenait pas comment le même homme pouvait être celui qui marchandait devant son étal, et celui qu'on accueille ici comme quelqu'un d'important. Romonde remarqua son arrêt immédiatement. Il s'approcha, et une ombre de fatigue passa sur son visage. Comme il avait su que ce moment viendrait. Et comme il ne pouvait pourtant pas l'éviter. « Bekild, dit-il à voix basse, comme s'il voulait la calmer. Elle leva les yeux vers lui. Il n'y avait pas de colère dedans. Il y avait une incrédulité désemparée, et l'impression qu'on lui avait échangé sa vie. « Romonde, tu es qui ?» demanda-t-elle. Il soupira. Ce soupir était si humain que pendant une seconde, tout autour parut moins étranger. « Je suis celui qui avait peur que tu ne voies en moi que cela, » dit-il. Bekild regarda les gens, la maison, les ballots qu'on emportait déjà, puis le regarda de nouveau. « Que cela seulement ?» répéta-t-elle. « Ce N et c'est pas seulement. C'est est un monde entier. » Romonde ne discuta pas. Il lui prit la main et la conduisit vers la maison. Sa paume était chaude et sûre, mais Bekild marchait comme sur de la glace. À l'intérieur, il faisait chaud. Un grand foyer, la fumée sous la toiture, et une odeur de nourriture qui donnait le vertige, viande, poisson, pain frais, beurre, baies séchées. Dans sa petite maison, la nourriture était que de la nourriture. Ici, la nourriture était un signe d'aisance qui ne finit pas. Et, à cause de cela, elle se sentit mal à aise, comme si elle-même n'était pas entrée dans une maison, mais dans la fierté de quelqu'un autre. Une femme s'approcha clairement pas une simple personne. Elle se tenait droite, parlait avec respect, posait des questions courtes et pratiques. Bekild entendit que elle appelait dame, et, à ce mot, quelque chose se serra en elle. Elle n'avait jamais été une dame. Elle était Bekild, une vendeuse, une sœur, la maîtresse un petit foyer. Et ici, ce mot semblait se poser sur elle comme un vêtement précieux, qui n'était pas à sa taille. Roman dit calmement « À partir de maintenant, tu es la maîtresse de maison. » Il le prononça comme il réglait une chose simple. Bekild sentit la panique monter dans sa poitrine. Pas à cause du pouvoir.
pas à cause du luxe. À cause de ceci, LN aurait rien pour justifier ce mot. Elle ne savait pas commander aux gens. Elle savait entendre, plaisanter, vendre, réjouir, survivre. Elle ne savait pas comment vivre quand on attendait, elle désordre. Les premiers jours, elle essaya de faire ce qu'elle savait faire. Elle se levait plus tôt qu'il ne fallait, allait à la cuisine pour aider. Elle voulait nettoyer le poisson, porter Eléiso, remuer le chaudron, c'était familier. Cela lui donnait l'impression de ne pas être de trop, mais on la reçut avec douceur et avec froideur en même temps. Elle, une des femmes près du foyer, arrêta un geste de la main et dit avec respect, mais fermement, « Une dame ne porte pas de chaudron. » Au mot dame, Béchilde tressaillit encore. Elle voulut protester, dire que elle haine et pas une dame, qu'elle veut seulement aider, que cela la rassure. Mais la femme secoua la tête, comme si la question haine n'était pas un désir, mais un ordre du monde qu'on ne brise pas. Béchilde partit en se sentant stupide. Puis elle tenta de occuper des provisions. Elle vit de grands celliers, des étagères, des sacs, des jarres, et se dit qu'au moins là elle serait utile. Elle commença à ranger comme chez elle, pour que tout soit à portée de main, pour ne pas chercher. Mais elle, ordre, ici était autre. Elle déplaça quelque chose, et, 1 heure plus tard, un des gens de la maison vint et remit tout à sa place, en silence, comme on corrige à l'erreur un enfant. Béchilde sentit ses joues se brûler. Elle ne se vexa pas à voix haute. Béchilde se vexait rarement fort, mais, en dedans, naquit ce sentiment d'être étrangère dans sa propre chambre. Elle pouvait marcher dans la maison. Elle pouvait asseoir à table. Elle pouvait porter de beaux vêtements qui en lui donnaient, et pourtant, dans chaque regard, elle croyait lire « LN est pas de ce monde ». Haïdar, au contraire, épanouissait. Il s'habituait vite, parce que pour les enfants, il est plus simple accepter le nouveau. Il courait dans la cour, regardait tout, accrochait tout le monde avec des questions. On ne le grondait pas, parce que Romonde avait pris soin, avance, de lui donner une tâche. Une petite tâche, pas lourde mais importante pour le cœur un enfant. Haïdar aidait à porter de légères brindilles pour le foyer, surveillait le chien comme si c'était son devoir, et racontait à Béchilde avec fierté qu'il était nécessaire ici. Béchilde, elle écoutait et souriait, et ce sourire était la seule chose qui la retenait de pleurer. Romonde, ces jours-là, essayait d'être près d'elle, mais les affaires le tiraient aussi. Les gens venaient, posaient des questions, apportaient des nouvelles, demandaient des décisions. Le soir, il revenait vers Béchilde fatigué, mais pas froid. Il s'asseyait près d'elle, prenait sa main comme il vérifiait que Hélène n'avait pas disparu, et demandait « Comment tu vas ?» Elle répondait « Ça va ». Et lui comprenait que ce n'était pas une réponse. Mais il ne poussait pas. Il la regardait comme il voulait soutenir, sans savoir comment. Parce qu'aucun mot ne peut rendre une maison étrangère familière en quelques jours. Le 4e ou le 5e jour, Béchilde entendit ce qui, de toute façon, pesait dans LR. Une des servantes, une femme pâle au visage fatigué et au regard dur, parlait dans la cuisine comme si était un murmure, mais de façon à être entendue. Elle ne nommait pas Béchilde. Elle parlait elle comme une chose qu'on commente, en pensant que la chose n'entende pas. Le maître a ramené une femme de la foire, dit-elle, et un enfant en plus. Et ça maintenant, est la maîtresse de maison. Quelqu'un chuchota un chu. Quelqu'un fit comme avait pas entendu. Mais les mots avaient déjà été dits. Ils tombèrent comme de la boue sur un tissu propre. Béchilde se tenait sur le seuil et entendait tout. À cet instant, elle aurait pu enflammer, pleurer, s'enfuir. Mais elle sentit autre chose, de la fatigue et un calme étrange.
Ces mots-là, elle les attendait. C'est toujours ainsi quand on entre dans une maison étrangère sans elle ordre habituel, sans accord, sans famille, mais par elle amour. Bekild entra approcha de elle étagère, prit un bol et dit « D » une voix égale, comme il agissait de la chose la plus ordinaire. Si le maître avait eu besoin d' un niveau, il se serait acheté une échelle. Mais lui, il a ramené des gens à la maison. La femme se tut. Elle regarda Bekild comme si elle ne attendait pas à entendre une réponse. Puis elle détourna les yeux et reprit son travail, mais en silence. Bekild sortit comme si rien ne s'était passé. Le jour, elle vivait réellement comme si ses paroles « haine » avaient aucun pouvoir. Elle souriait à Shridhar, parlait avec les gens de la maison, efforçait de retenir les noms, remerciait pour les choses simples. Elle restait elle-même, parce que sinon, elle se serait perdue tout à fait. Mais la nuit, tout était différent. La nuit, la maison devenait trop grande, trop silencieuse, trop étrangère. Dans sa petite maison, Bekild connaissait chaque bruit, chaque grincement. Là-bas, le silence était net familier. Ici, le silence écrasait. LS allongeait près de Haïdar qui endormait vite après ses courses du jour, et elle regardait, elle, obscurité. Dans sa poitrine entassaient des questions qu'elle ne posait pas le jour. Pourquoi Romondes était-il tu? Pourquoi elle avait-il laissé croire que Il-N était qu'un marin? Pourquoi avait-il fait en sorte qu'elle se sente, à présent, non pas aimée, mais amenée? Parfois, elle se levait et marchait dans la chambre pour ne pas réveiller Haïdar. Elle s'arrêtait à la fenêtre et regardait la cour. Tout y était calme. Les gens dormaient. Les chiens étaient couchés près des portes. Et soudain, elle comprenait. Cette maison peut vraiment devenir chaleureuse. Mais pas elle-même. Il faut la faire vivre. Et seule elle peut la faire vivre, si elle ne se brise pas. Un soir, Romonde revint plus tard que d'habitude. Il entra sans bruit pour ne pas réveiller Haïdar, assis près de Bekild, et resta longtemps silencieux. Puis il dit « Ici est dur pour toi. » Ce N n'était pas une question. C'était un aveu. Bekild le regarda et, pour la première fois depuis son arrivée, LS autorisa à dire la vérité. « Je ne sais pas comment respirer ici, dit-elle. Tout le monde regarde comme ils attendaient que je sois différente. Et moi, je ne sais pas être différente. » Romonde tendit la main et toucha ses doigts. « Tu n'as pas besoin d'être différente, dit-il. Je ne t'ai pas amené pour te rendre commode. Je t'ai amené parce que tu es vivante. » Bekild voulut répondre que les mots ne suffisent pas. Elle voulut demander pourquoi Il-N avait pas dit la vérité plus tôt. Elle voulut dire qu'elle a peur de devenir un jouet dans une maison riche. Mais, au lieu de cela, elle ne fit que chuchoter. Et si ça ne leur plaît pas? Romonde se tut puis dit à voix basse, comme il parlait pour lui-même, qu'il habitue. Ces deux mots contenaient beaucoup, une promesse, un risque, et la compréhension que devant, Il-N, il n'y a pas seulement un foyer chaud. Devant, il y aura une lutte, même sans épée. Une lutte pour le droit de Bekild à rester elle-même. Une lutte pour elle accepte non comme un ornement dans la maison un marchand, mais comme une maîtresse de maison il a choisi avec le cœur. Bekild se recoucha près de Haïdar, mais ne endormit pas tout de suite. Elle regardait Romonde assise au bord du lit, tenant sa main comme il craignait de la lâcher. Et, soudain, elle comprit. Lui non plus. Ici, Enna n'est pas entièrement chez lui. Il a l'habitude d'être le maître. Mais il a peur de rester seul. Il ne l'a pas amené pour le confort, ni pour la beauté. Il a amené parce que lui, il ne sait pas vivre sans ceux qui attendent. Cette pensée la réchauffa. Mais, avec elle, vint un autre sentiment. Aigu comme de eau froide. Maintenant, il lui faudra découvrir combien de gens
dans son monde, ne lui pardonneront pas un tel choix. Et combien, dans cette maison, chuchoteront derrière son dos, jusqu'à trouver un moyen de lui faire mal. Elle ferma les yeux et entendit une planche grincer quelque part dans la maison, comme si quelqu'un passait, trop silencieux. Beckhild rouvrit les yeux. Dans l'obscurité du couloir, une ombre glissa, et il lui sembla que était la servante au regard dur, ou quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui décide déjà comment il serait plus juste, pour que tout redevienne familier dans la maison. Beckhild resta allongé sans bouger, et son cœur battait régulièrement, mais avec insistance. Elle comprit, dans cette maison, il lui faudra non seulement apprendre une vie nouvelle, il lui faudra tenir sous la mesure des autres, et surtout, il lui faudra décider si elle peut pardonner à Romound son silence, si ce silence mène non au bonheur, mais à une épreuve contre laquelle on ne se cache ni derrière le rire, ni derrière les amulettes. Le matin commença par une sensation d'étroitesse dans la maison à cause de voix étrangères. Pas un vacarme, pas de grossièreté, mais une étroitesse comme quand l'air se remplit de conversations que on ne mène pas devant toi, et pourtant déjà à propos de toi. Beckhild se réveilla avant Haïdar et resta encore un moment à écouter les pas dans le couloir, les chuchotements près du foyer, la porte qui grinçait, coup, on ouvre ordinaire avec prudence. Tout semblait comme des habitudes. La maison vivait, les gens travaillaient. Le feu du foyer était attisé par des mains habituées. Mais aujourd'hui, dans ces sons, il y avait une tension, comme si une écharde était cachée dans le bois. Romound était rentré tard la veille au soir, fatigué, avec ce visage calme qui lui venait après des conversations où il fallait se tenir plus fermement que sur la mer. Il avait embrassé Beckhild à la tempe, comme pour elle apaiser, et avait dit que demain, il lui faudrait se présenter devant les gens. À la question de savoir ce qui se passait, il avait répondu trop brièvement. « Nous parlerons quand ce sera plus calme. » Mais ce ne fut pas plus calme. Le matin, 2 hommes vinrent le voir, elle un plus âgé, au regard lourd, elle autre plus jeune, déjà habituée à l'autorité. Ils parlaient avec respect, mais un respect où on sentait la pression, comme dans un cordage trop tendu. Beckhild entendait que des bribes, le nom de Romound, un mot sur honneur, un mot sur ordre, un mot sur le thing. Quand ils partirent, Romound resta longtemps près de la porte à regarder derrière eux, comme si il évaluait le vent. Beckhild sortit vers lui et demanda sans détour « Que est-ce que ça veut dire ?» Romound ne chercha pas à se cacher. « Quelqu'un a décidé qu'il fallait parler devant tout le monde, » dit-il. « Au Thing. » Beckhild sentit le froid lui gagner le dedans. Elle connaissait le Thing comme un lieu où on tranche les disputes. On n'y crie pas forcément, mais chaque mot y a du poids. Et le regard de la foule est plus lourd que importe quelle main. Elle, avait pas peur de parler. Elle avait peur de devenir le sujet une discussion, comme une marchandise dont on parle sans lui demander ce qu'elle pense. « Ils veulent pas parler de moi ?» demanda-t-elle. Romound la regarda droit. « Ils veulent en parler de moi, » dit-il. « Et de toi, avec moi. » Beckhild eut un sourire sec, sans joie. « Alors pourquoi ai-je l'impression qu'ils parleront plus de moi ?» demanda-t-elle. Romound ne répondit pas tout de suite. Il s'approcha, lui prit les mains et dit à voix basse mais fermement « Aujourd'hui, tu es près de moi. Et personne ne parlera de toi comme si tu n'étais pas là. » Elle hocha la tête, même si tout tremblait en elle. À cet instant, Haïdar déboula vers eux, déjà habillé, les cheveux en bataille, sa barque de bois à la main. Il regarda leur visage et sentit aussitôt que quelque chose allait pas. « Vous allez où ?» demanda-t-il. « À une discussion, » dit Beckhild, efforçant de garder une voix égale. « Tu viens avec nous, mais tu restes près de moi et tu écoutes. » Haïdar fronça les sourcils.
comme s'il voulait montrer qu'il est grand et qu'il comprend tout. Même S, il ne comprenait pas tout. Puis il hocha la tête et S accrocha fortement à la main de Bekild. Ils marchèrent vers le lieu du thing sans se presser, mais le chemin semblait plus long que d'habitude. Les gens sur la route saluaient Romund. Certains faisaient un signe de tête à Bekild, mais il y avait plus de curiosité que de chaleur dans ces signes. Certains regardaient ouvertement. Autres faisaient un semblant à être pris par leurs affaires. Mais le regard glissait quand même. Bekild marchait droite et pensait que le plus difficile n'est pas la peur. Le plus difficile est de ne pas se recroqueviller, de ne pas devenir petite. Hélène était pas petite à la foire. Elle ne deviendrait pas petite ici non plus. Le Thinges était rassemblé à découvert, sur une terre durcie par les pas, entourée de gens. Les hommes se tenaient un par groupe. Certains parlèrent à mi-voix. Autres débattaient déjà, mais sans crier. Il y avait beaucoup de visages, et que, parmi eux, Bekild en voyait qui la regardaient froidement, comme une faute. Elle en voyait autres à qui cela semblait seulement intéressant. Et était presque pire. Un intéressant cœur. Romund fit avancer Bekild, sans lui laisser la possibilité de rester au bord, et, par ce seul geste, il en dit déjà plus à tous que par des mots. Il se tenait près elle comme si elle n'était pas une invitée dans sa vie, mais une part de son nom. La parole revint à elle, homme plus âgé, celui qui était venu le matin. Il parlait un ton égal et calme, mais le sens de ses mots était tranchant. Il dit que les gens avaient entendu des choses, que Romund avait fait entrer dans sa maison une femme sans lignage, sans dot, avec un enfant. Que cela pouvait être une honte, parce que la maison de Romund est respectée. Ses affaires s'y sont connues. Sa parole est estimée. Que maintenant, on chuchote autour. Il faut comprendre si Romunden n'a pas fait un choix qui l'affaiblira, lui et toute sa maison. Il ne nomma pas Bekild. Il parlait elle comme si elle était une pièce du litige, et non une personne. Puis l'autre homme, plus jeune, prit la parole. Lui était déjà plus hardi. Il dit tout haut ce que autres ne faisaient que penser, que les femmes des foires savent accrocher à elle aisance, que les rires et les amulettes peuvent être un appât, que Romund avait trop longtemps couru la mer et avait pu oublier la prudence, et que Boursa, un enfant dans la maison sans le sang du maître, peut devenir une cause de bavardage et de querelle. Bekild écoutait, et une colère brûlante montait dans sa poitrine. Mais elle la tenait, comme on tient une cruche d'eau bouillante, pour ne pas se brûler soi-même. Elle regardait les gens et voyait que beaucoup attendaient pas la vérité, mais une solution commode, pour que tout soit comme il faut, pour que l'ordre ne vacille pas. Et soudain cela lui devint clair, ici, ce ne sont ni les amulettes, ni argent qui compte. Ici, et honneur. Et chacun le comprend à sa manière. Et si Romund se met à se justifier, ils sentiront la faiblesse. Romund se tut tant que les autres parlaient. Il écoutait comme on écoute une tempête, quand elle ne fait encore que se rassembler. Son visage restait calme, mais Bekild voyait que c'était lourd pour lui. Pas parce qu'il a peur, parce qu'il n'aime pas quoi on parle elle ainsi. Quand vint le moment de répondre, il n'éleva pas la voix. Il fit seulement un pas en avant. Il retira de son cou la lanière et montra ce qui pendait sous ses vêtements. Une petite amulette de chance, si simple que, sur fond de visage sévère et de paroles strictes, elle paraissait presque ridicule. Il la posa sur sa paume, assez haut pour que tous la voient. « Voilà ce que Jot a pris chez elle, dit-il, le premier jour. Et je l'ai pris non comme un riche qui achète, mais comme un homme qui marchandait par habitude, et qui a reçu tout à coup un don. » Il tourna les yeux vers Bekild et continua plus bas. « Elle a donné gratuitement, pas parce qu'elle voulait m'attraper, mais parce que
Elle a un cœur comme ça. Dans la foule, quelqu'un renifla, quelqu'un échangea un regard. Roman ne discuta pas avec les visages. Il fit ce qu'on n'attendait pas de lui. Il reconnut une faiblesse. « Je me suis tu sur mon aisance, dit-il, parce que je ne voulais pas que son rire devienne payant. » Après ces mots, un silence plus dense tomba un instant. Beckil sentit quelque chose trembler en elle. Voilà, voilà la réponse. Pas une excuse, pas une défense, mais la vérité dont il avait peur. Il ne, elle, avait pas dite plus tôt, parce qu'il voulait être choisi non pour ses coffres. Et maintenant, il le disait devant tous, au risque de son nom. Il sortit la seconde amulette, celle que Beckhild lui avait donnée pour elle amour, si simple et même un peu ridicule, qu'un bref ricanement passa dans la foule. Romonde ne s'en troubla pas. Il posa les 2 amulettes côte à côte sur sa paume, comme 2 petites choses qui avaient renversé sa vie. « Je pouvais acheter beaucoup, dit-il. Je pouvais acheter chez elle tout El Étal et tout le quai, mais je ne voulais pas elle acheter elle. Je voulais qu'on me choisisse. » Il regarda ceux qui avaient parlé de honte. « Je elle ai choisi, poursuivit-il. Et je ai choisi son frère. Pas comme un fardeau, pas comme une addition, comme une part de la famille. Et si quelqu'un pense que cela m'affaiblira, qu'il regarde ce que je suis devenu. Je ne suis pas plus faible, je suis plus tranquille. » Beckhild se tenait près de lui et sentait les larmes monter, mais pas de pitié pour elle-même. Parce que il avait enfin cessé de se cacher. Il le faisait en public, dans un lieu où la parole peut blesser plus qu'un couteau, et il le faisait pour elle. À ce moment-là, Hreidar, qui jusque-là était resté silencieux, fit soudain un pas en avant. Il ne comprenait pas toutes les subtilités, mais il comprenait l'essentiel. On parle mal de ceux qu'il aime. Il leva la tête et dit et fort, de sorte que tous entendent, il est bon. Il aime à tailler une barque. Il aime à montrer des nœuds. Il ne ment pas avec ses mains. Un rire passa dans la foule, mais il n'y avait pas de méchanceté dedans. Les gens sourirent, parce que la vérité un enfant c'est toujours simple. Et est justement cette simplicité qui perce les murs les plus épais. Quelqu'un dit que le gamin est drôle. Quelqu'un dit que elle, enfant, a peut-être raison. Quelqu'un détourna les yeux en silence, comme si parler vilainement devenait honteux quand un enfant se tient là, sans peur. L'homme plus âgé reprit la parole. Il parlait autrement déjà. Il dit que l'honneur de la maison est important, que le choix de Romonde est inhabituel, que les gens parleront comme ils parlent toujours. Mais si Romonde prend la responsabilité, il reconnaît la femme comme maîtresse de maison et accepte elle enfant, alors ce sera ainsi. La foule explosa pas de joie. La foule avala cette décision, comme on avale une boisson forte, est amère, mais ça réchauffe. Beckhild sentit un soulagement, mais pas une victoire. Elle comprenait qu'au Thing on peut décider de beaucoup, mais que les chuchotements dans les coins ne se décident pas dès un seul mot. Et pourtant, était importance. Roman ne les avait pas laissés faire elle une chose. Elle, avait nommé personne. Devant tous. Ils allaient déjà partir quand LR changea, soudain. Le vent du large tira autrement, plus sec. Le ciel, encore clair un peu plus tôt, devint dense comme de la laine mouillée. Les gens levèrent la tête. Quelqu'un cracha et dit que ça tournerait mal. Un grondement vint de la mer comme si Elatizo prévenait avance. Ils rentrèrent mais plus vite qu'ils n'étaient venus. Dès à bord, ils accélérèrent le pas. Puis, ils se mirent presque à courir, parce que le vent se mit à arracher les capes et à jeter du sable au visage. Hreidar eut peur et accrocha plus fort à Beckhild. Elle se pencha vers lui et dit « Tiens-toi à moi, ça ira. » Mais elle-même sentait, cette fois, l'épreuve ne sera pas faite de mots. Dans la cour, les gens agitaient déjà. Elle tirait des tonneaux sous un auvent. Elle autre renforçait les portes. Un troisième courait vers l'Edo pour vérifier les barques. La pluie n'était pas encore tombée.
Mais Heller était devenu lourd, et il portait cette odeur qui annonce ce qui va abattre. Romond devint aussitôt un autre homme. Il ne criait pas, ne s'affolait pas, mais tout autour de lui se rassembla comme autour un axe. Il donnait des ordres courts, et on obéissait. Il fit attacher les barques plus solidement, fit mener le bétail plus loin des endroits ouverts, fit fermer les volets, fit rentrer tout ce que le vent peut emporter. Il parlait une voix égale, et cette égalité tenait les autres mieux qu'un cri. Bekild voulut aider. Elle saisit un seau, partit vers la cuisine pour apporter de lait et eau, mais elle arrêta, comme elle avait arrêté auparavant. Seulement, cette fois, ce N n'était pas l'ordre froid. C était le désir de protéger. « Dame, non, il ne faut pas, » dit une femme. Et dans sa voix, il y avait soudain non du mépris, mais du soin. Et, à cet instant, Bekild comprit, la tempête rend les gens plus francs. Dans la tempête, il n'y a pas le temps de chuchoter. Elle se trouva tout de même une tâche. Elle emmena Raïdar dans une chambre. Elle assit plus près du mur, lui donna sa barque et dit « Regarde-moi, pas la fenêtre. Si c'était fort, respire, c'est et tout. » Raïdar hocha la tête, mais ses yeux étaient grands. Bekild enlaça, et elle, écoutait la maison commencer à bourdonner sous le vent. Quand la tempête frappa, ce fut d'un seul coup, comme si quelqu'un avait arraché une toile épaisse du ciel. La pluie martela le toit. Le vent hurla dans les fentes. La porte tressaillit comme si une épaulette l'avait heurtée. El Eo fouettait la cour si fort qu'on aurait dit que la mer était montée jusqu'ici et voulait tout reprendre. Dehors, des cris éclatèrent. Puis un autre cri, plus proche. Bekild se leva, voulut sortir, mais, à cet instant, Raïdar l'attrapa par la main. « Sœur, dit-il une voix tremblante, et Ran, elle va venir ?» Bekild se figea. Elle se souvint des paroles de Romund sur la maîtresse de la mer, sur le filet, sur le fait que la mer N est ni bonne ni mauvaise, qu'elle prend tout simplement. Elle eut envie de mentir, de dire qu'il n'y a pas de Ran, que ce N est qu'un conte. Mais elle voyait à quel point Raïdar y croyait, et elle comprenait. Là, elle, enfant N, a pas besoin de vérité sur les dieux. Il a besoin de certitude. « Elle n'aime pas ceux qui restent ensemble, » dit Bekild à voix basse. « Elle aime ceux qui sont seuls. Et nous ne sommes pas seuls. » Et à cet instant, Romond apparut sur le seuil. Il était trempé, le vent battait ses cheveux, mais son regard restait clair. Il regarda Bekild et Raïdar, et, dans ce regard, il y avait tout, la peur pour eux, la promesse, et un amour qui l'anis est pas nécessaire orné de mots. « Tout va bien ?» demanda-t-il. Bekild hocha la tête, même si son cœur battait dans sa gorge. « Ça va, » dit-elle. « Et toi ?» Romund sourit d'un seul coin des lèvres. « Avec moi aussi ça ira, » répondit-il. « Il faut juste tenir. » Il s'approcha de Raïdar et posa la main sur son épaule. « Tu tiens bon ?» demanda-t-il. Raïdar hocha la tête, s'efforçant d'être courageux. « Je tiens bon, » dit-il. « Je ne suis pas seul. » Romond lui répondit un signe de tête, comme à un égal. « Voilà, c'est bien. » La tempête dura longtemps. La maison gémissait comme une bête vivante. Par moments, on aurait dit que la toiture ne tiendrait pas. Mais les gens tenaient. Ils bouchaient les fentes, renforçaient et copaient l'eau, s'entraidaient. Ce soir-là, personne ne demanda si Bekild avait le niveau qu'il faut. Personne ne reparla de la foire. Il y avait qu'une seule mesure, qui tient et qui ne lâche pas. Et, vers la nuit, quand le vent commença à faiblir, quand la pluie devint plus rare et que le grondement recula, un silence entra enfin dans la maison. Un silence qui faisait siffler les oreilles. Bekild sortit dans la cour avec Romund. Le sol était détrempé. L'eau restait en flaques.
Une clôture était tombée quelque part. 2 ou 3 objets légers avaient été emportés. Mais la maison tenait. Les gens tenaient aussi fatigués, sales, mais vivants. Et ils regardaient Romound et Bekild autrement que dans la journée. Bekild leva les yeux vers le ciel noir et sentit soudain que ce haine, et pas seulement la tempête qui venait de passer. Une part de la peur, celle qui la retenait au-dedans, venait de passer aussi. Elle regarda Romond et vit combien il était épuisé. Comme si aujourd'hui il avait dû tenir contre 2 tempêtes à la fois, celle des hommes et celle de la mer. Et il avait tenu, sans reculer. Mais, avec le soulagement, autre chose arriva. Bekild comprenait qu'après une journée pareille, une conversation entre eux était inévitable. Dans le silence, quand personne n'écoute. Il lui faudrait l'interroger sur son silence, sur la vérité, sur le fait elle avait laissé entrer dans cette maison aveugle. Et il lui faudrait répondre de manière à ne pas refermer son cœur. Parce que la tempête est passée, mais la vraie tourmente peut commencer maintenant, quand ils resteront seuls, sans foule et sans vent, et que la vérité sonnera plus fort que haine, importe quelle accusation ou souting. Après la tempête, la maison sembla devenir autre. Pas parce que les murs avaient changé, ni parce que il restait des flaques dans la cour, mais parce que ceux qui ont traversé le danger ensemble commencent à se regarder avec plus d'attention. Cette nuit-là, quand le vent s'était enfin retiré, Bekild ne parvint pas à s'endormir pendant longtemps. Raïdar dormait près d'elle, épuisé par la peur et les courses, et, même dans son sommeil, il serrait sa barque de bois comme si elle pouvait tenir la mer plus loin. Dans la grande pièce, c'était calme. Seul le feu craquait quelque part, au fond de la maison. Et, de temps en temps, des gouttes tombaient dans du toit, comme si la maison se secouait encore du mauvais temps. Romound était assis près du foyer et se taisait. Il ne se couchait pas aussitôt, comme font ceux qui veulent oublier. Il avait l'air attendre que l'air entre eux redevienne paisible, pour ne pas parler avec le sang trop chaud. Bekild restait allongé et regardait son dos, la ligne de ses épaules, sa respiration régulière. En Elmontaine, plusieurs choses à la fois. La gratitude, parce qu'il avait défendu Othing, la tendresse, pour la façon dont il avait tenu Raïdar quand il demandait si Ran allait venir. Et pourtant, la colère. La colère haine était pas vive, ni criarde. Elle était lourde, comme un vêtement mouillé, couo en haine. Enlève pas un seul geste. Enfin, Bekild se leva et s'approcha du foyer sans bruit. LS assit en face de lui, de manière à laisser entre eux une place pour des mots, et non pour des devinettes. Quelques secondes, elle regarda seulement les flammes, rassemblant sa pensée. Puis elle dit, sans hausser la voix, « Pourquoi tu ne, has pas dit ?» Romound ne fit pas semblant de ne pas comprendre. Il la regarda et répondit tout aussi bas, « Dis quoi ?» Bekild eut un sourire sans joie. « Qui tu es, dit-elle, ta maison, tes gens, qui s'inclinent devant toi comme si tu n'étais pas seulement un maître, mais un destin. Le fait que tu pouvais acheter tout mon étal de bricoles sans même le remarquer, et que tu voulais quand même marchander. » Ces mots sortirent plus durs elle avait voulu. Elle inspira aussitôt plus profondément, comme si elle se retenait pour ne pas dire trop. Romound écoutait sans elle interrompre. Il ne se justifiait pas et ne cherchait pas à adoucir. Il regardait seulement, et son regard était fatigué, mais honnête. Bekild reprit, plus calmement. « Tu as vu comment on m'accueille ici. Tu as vu comment on me dit qu'une dame ne porte pas de chaudron. Tu as entendu les murmures. Et pourtant, tu aimes à amener ici comme si je haine, avec eux à sourire et entrer dans cette maison, comme dans un conte. Mais je ne sais pas entrer dans les contes. Je sais entrer dans la vie. » Romound baissa les yeux vers ses mains, qu'il tenait près du feu. Qu'étaient ces mains que Raïdar appelait vraies. Il semblait rassembler ses forces. Puis il dit
Une voix égale, parce que quand on est avare, on reçoit moins. Bekild fronça les sourcils. Sa colère buta une seconde contre cette phrase, parce qu'elle sonnait étrangement. Ni comme une excuse, ni comme un pardon, plutôt comme l'aveu une façon de vivre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Demanda-t-elle. Romond releva les yeux. Je pouvais acheter beaucoup de choses, dit-il. Je pouvais acheter le confort, acheter des sourires, acheter la paix autour de moi. Je ai fait autrefois, mais je ne voulais pas t'acheter, toi. Bekild sentit remonter la chaleur en elle. Les mots étaient justes, et pourtant son cœur avait mal. Elle demanda sans cacher le tremblement. Alors, qu'est-ce que tu voulais ? Romond se tut. Dans ce silence, on voyait que il choisissait non une belle phrase, mais une vérité qu'on peut porter. Je voulais que tu ris comme tu riais à la foire, dit-il. Que tu me contredises si tu en as envie. Que tu ne regardes pas mes coffres, mais que tu me regardes. Moi, j'y avais peur que si tu apprenais combien j'ai aidé, argent, tu te mettes à me ménager non comme un homme, mais comme une occasion. Et, pour la première fois, j'ai voulu être pas une occasion. Bekild écoutait et sentait la colère changer en elle. Elle ne disparaissait pas, mais quelque chose comme une compréhension y tressait. Il cachait son aisance non pour tromper, mais parce que lui aussi avait peur. Et cela faisait mal autrement, pas comme une trahison, comme la douleur de découvrir que elle homdait à côté c'est plus fragile qu'il en avait R. Romond sortit alors de sous ses vêtements la lanière avec les amulettes. Il les posa sur sa paume. Elle une était celle de la chance. Elle autre, celle de l'amour. Bekild regardait ces broutilles, et n'arrivait pas à croire qu'elles existent dans cette grande maison où la nourriture est abondante, où les gens marchent avec des buts, où chaque parole pèse. Elles avaient des airs presque absurdes. Et pourtant, elles étaient la seule chose qui reliait sa vie avant à celle aujourd'hui. Jacques a acheté une petite amulette amour, dit Romond, et j'aurais trouvé un grand amour. Bekild souffla brusquement. Cette phrase la mettait en colère, parce qu'elle sonnait belle, comme si elle pouvait tout recouvrir. Et, en même temps, elle la guérissait, parce qu'elle portait ce dont elle avait le plus peur. Il ne parlait ni de richesse, ni de rang. Il parlait de gens. Elle tendit la main, prit l'amulette de chance, la tourna entre ses doigts, et dit en le regardant droit. « Tu devais le dire quand même, au moins avant de prendre la mer. Au moins quand nous avons franchi le portail, pas quand je me suis déjà sentie étrangère. » Romond hocha la tête. « Je le devais, dit-il. Et je comprends que je t'ai fait porter trop lourd. » Il dit cela sans théâtre, sans tenter de faire dévier la conversation. Et Bekild, pour la première fois depuis ces jours-là, sentit qu'elle pouvait autorisée à ne pas être forte. Elle ne se mit pas à pleurer. Elle resta simplement assise, à regarder le feu, et sa respiration devint plus calme. Romond demanda avec précaution « Tu regrettes d'être venu ?» Bekild regarda Haïdar endormi, son petit visage paisible dans le sommeil, et répondit honnêtement « Non, mais j'ai peur. Ici, tout est étranger, même le silence. Et si je deviens quelqu'un d'autre pour cette maison, je me perdrai. Alors, à qui vas-tu ouvrir la porte ? À moi ou à une femme étrangère dans de beaux vêtements ?» Romond se pencha un peu plus près. « J'en ai besoin de toi, dit-il. Je ne t'ai et pas amené pour que tu apprennes à être fière. Je t'ai et amené pour que tu restes vivante, pour que la maison ne soit pas un entrepôt, mais une maison. » Ces mots étaient simples, et dans cette simplicité, une sensation de chemin apparut soudain. Bekild comprit qu'elle n'avait pas à se battre contre tout un seul coup. Elle n'avait pas à devenir, en une journée, celle qu'on appelle ici la maîtresse de maison. Elle devait seulement commencer à faire ce qu'elle sait faire, mais ailleurs. Le lendemain, elle se leva tôt.
pas parce qu'elle voulait prouver qu'elle est utile, parce qu'elle avait besoin de sentir le sol sous ses pieds. Elle traversa la maison comme on traverse une foire nouvelle, avec attention, avec curiosité, sans honte. Elle arriva près de la cuisine et ne se jeta pas sur les chaudrons. À la place, elle demanda à la femme qui veillait sur le foyer : « Comment t'es ? Appelles-tu » Elle autre répondit avec surprise. Békilde hocha la tête, répéta le nom comme si elle le gravait pour toujours, puis dit : « Si aujourd'hui tu as besoin une paire de mains en plus, dis-le. Je ne gênerai pas. » Ce « N » était ni une demande, ni un ordre. C était un accord. La femme acquiesça sans un mot et, dans son regard, pour la première fois, apparut un respect qui n'était pas imposé, mais vivant. Ensuite, Békilde se mit à connaître la maison pour de vrai. Elle apprit où se trouve la farine, où était le poisson séché, où elle en garde le sel. Elle ne déplaçait pas tout d'un coup. Elle ne brisait pas l'ordre. Elle apprenait seulement. Parfois elle se trompait, parfois elle s'en mêlait. Et alors elle riait elle-même si franchement que quelqu'un près d'elle finissait par sourire aussi. Au début, les gens regardaient avec prudence, attendant de elle orgueil ou de la rancune. Ils hainen obtendre ni elle un ni elle autre. Ils virent une femme qui remercie une tasse d'eau tiède, avec la même sincérité qu'elle remercierait une peau de fourrure. Haïdar, ces jours-là, devint le pont le plus rapide entre elle et la maison. Il courait dans la cour, apportait des nouvelles, réussissait à se lier amitié même avec ceux qui chuchotèrent la veille. Il demandait tout à tout le monde, et il y avait tant de vie là-dedans que la maison répondait malgré elle. Romonde remarqua que le garçon se tournait vers lui quand il avait peur, et vers Békilde quand il lui fallait être consolé. Et au lieu en être jaloux ou de s'en écarter, il accepta cela comme sa responsabilité. Il trouva pour Haïdar un travail qui n'était pas un jeu. Le garçon aida à surveiller les petites provisions, à porter du bois léger, à nourrir le chien. Romonde lui parlait sérieusement, comme s'il confiait une tâche à un adulte. Si tu oublies le chien, il sera triste. Et si tu oublies le bois, le feu sera faible. Dans une maison, tout tient à de petites choses, comme les nœuds sur un cordage. Haïdar écoutait et se gonflait de fierté. Békilde les regardait et sentait, en elle, dégeler ce qui avait eu le temps de geler durant cette semaine dans la nouvelle maison. Tout restait inhabituel. Parfois, elle croyait encore que les gens la regardent comme une étrangère. Mais elle voyait aussi qu'une part de ses regards changeait, parce que elle ne cherchait pas à faire semblant. Même la servante qui râlait au sujet de la foire devint peu à peu plus silencieuse. Elle ne devint pas soudain douce et aimable. Mais elle cessa de jeter ses mots comme des pierres. Un jour, Békilde attrapa son regard et dit calmement : « Si tu penses que je ne suis pas à ma place, tu peux le penser. Mais je ferai ce que j'ai à faire. Je ne suis pas venu ici pour me battre. Je suis venu pour vivre. » La femme ne répondit pas. Elle détourna seulement les yeux et reprit son travail. Et dans ce silence, il y avait plus de concessions que dans importe quelles excuses. Le soir, Békilde et Romonde se mirent à asseoir ensemble près du foyer, sans toujours parler. Elle lui racontait les petites choses du jour comme elle aurait fait au quai, qui avait confondu des sacs de façon ridicule, qui avait eu peur du chien, qui avait ramené trop de fumée dans la maison. Il écoutait, et parfois il souriait comme il avait souri cette première nuit-là, près de son étal. Et plus souvent il souriait, plus Békilde comprenait ce qu'elle apportait ici. Pas l'ordre, pas la richesse. Elle apportait une voix. Un de ces soirs-là, Romonde sortit un coffre un trousseau de clés et le posa sur la table. Le fer tinta doucement. Békilde leva les yeux. « Qu'est-ce que c'est-ce » demanda-t-elle. Romonde répondit simplement : « Ce qui doit être entre les mains de la maîtresse de maison. »
Bekild regardait les clés sans savoir cesse. Il fallait rire ou avoir peur à nouveau. Elle se souvint que, dans sa petite maison, il y avait qu'une seule clé, et encore, celle du coffre à bricoles. Ici, les clés signifiaient pouvoir, confiance, responsabilité. Elle tendit la main et prit le trousseau. Le fer était froid, mais le poids était juste. « Je ne promets pas d'y arriver tout de suite, » dit-elle. Roman hocha la tête. « Je n'ai pas besoin une parfaite, » dit-il. « J'ai besoin une vraie. » Le temps passa. Pas vite, pas comme dans les contes, où tout se décide par un seul mot. Bekild apprenait. Elle apprenait à parler aux gens de façon à être écoutée non par peur, mais par respect. Elle apprenait à répartir les tâches sans humilier. Elle apprenait à accepter ce qu'on lui donne sans se sentir redevable. Et, plus important que tout, elle apprenait à ne pas cacher sa vie avant, à ne pas avoir honte de la foire, des amulettes, des pendentifs ridicules. Elle apporta même ses petites choses dans la maison et accrocha quelques amulettes près du foyer. Pas pour la beauté, mais comme mémoire de ce que la chance avait commencé là où personne ne attendait. Les gens s'habituèrent. La maison s'habitua. Les serviteurs et les gens du foyer gardèrent à bord leur distance. Puis ils se mirent à lui sourire plus souvent. Ils remarquèrent qu'elle retient les noms, qu'elle remercie, qu'elle ne force pas à baisser. Et, à la fin, il se produisit ce qui ne se produit que là où la chaleur apparaît. Ils commencèrent à la défendre. Pas fort, pas pour se faire voir. Simplement, un jour, quelqu'un lança un mot dur à la cuisine. Et une autre femme répondit « Ça suffit, si, c'est la maîtresse de maison. » Bekild entendit cela par hasard en passant. Elle s'arrêta une seconde, parce qu'elle comprit, ce « N » était plus seulement le choix de Romon. C était devenu une part de la maison. Des années plus tard, une nouvelle voix naquit dans cette maison. Bekild accoucha difficilement, mais elle n'était pas seule. Les femmes autour elle lui tenaient les mains, apportaient de l'écho, disaient des mots simples pour qu'elle respire. Romonde allait et venait dans la maison comme une bête en cage, essayant de ne pas gêner et de ne pas devenir fou d'impuissance. Quand on lui apporta enfin, enfant, un petit garçon, il se figea. Il le prit avec une telle précaution qu'on aurait dit qu'il ne tenait pas de la chair, mais un souffle. Comme il avait peur qu'un geste maladroit fasse écrouler le monde. Bekild était allongé, épuisé, pâle, et elle lui souriait comme elle souriait rarement. Seulement quand il y avait, au-dedans, un bonheur silencieux. Alors, marchand marin, murmura-t-elle à peine, tu as trouvé la marchandise la plus chère. Romonde la regarda, puis regarda enfant, et sourit comme Il comprenait enfin tout ce qu'il ne savait pas nommer auparavant. J'y ai compté argent toute ma vie, dit-il. Et ça, je n'ai pas envie de le compter. J'ai envie de le protéger. Raïdar, déjà plus grand, se tenait près d'eux et regardait le bébé avec sérieux, comme s'il accueillait un nouvel être dans sa vie. Il tendit un doigt. Le bébé le serra dans sa petite main, et Raïdar s'étala dans un sourire qu'il ne parvint pas à cacher. « Il est fort », dit Raïdar. Bekild ferma les yeux et, une seconde, se contenta d'écouter comment la maison respirait autour elle, le feu qui crépitait, les femmes qui se parlaient à voix basse, le chien qui aboyait quelque part, au loin. Et, dans cette vie ordinaire, l'essentiel devint soudain clair. Une maison ne tient pas par les murs, ni par les réserves. Une maison tient parce qu'on y attend et parce qu'on y prend soin. Plus tard, quand la nuit tomba sur la cour, Romonde suspendit près du foyer 2 amulettes côte à côte sur une même lanière. Celle de la chance et celle de amour. Elle pendait comme mémoire de ce qui avait commencé par un marchandage et une générosité insolente, et qui, était terminé en ce qu'il avait cherché sans savoir le dire. Bekild approcha, prit sa main et dit tout bas
Maintenant, tu sais vraiment qu'on t'attend ?» Romonde la regarda elle, enfant d'endormi, regarda Haïdar qui piquait déjà du nez près du feu, et répondit simplement: Maintenant je sais que je suis chez moi. Et dans ces mots, il y avait toute la morale qu'il n'est pas nécessaire d'éorner. Celui qui passe sa vie à vouloir cesse, acheter la tranquillité, reste affamé, même avec des coffres pleins. Mais celui qui un jour ose mettre son effort non dans une chose, mais dans un être humain, reçoit ce que haine emporte ni la tempête, ni les chuchotements. Le bonheur haine n'arrive pas comme un butin rapporté de la mer. Il arrive comme un feu dans le foyer. Il faut, elle, allumer, le garder, le nourrir chaque jour. Et alors même la plus riche des maisons cesse d'être froide. Une autre vérité simple, ouvrit aussi à Békilde. Elle, amour, vient rarement sans charge, sans souci, sans regards étrangers et sans épreuve. Quand un homme appelle une femme, il n'appelle pas seulement son sourire et sa beauté. Il appelle sa vie, les siens, ses peurs, ses habitudes. Romonde accepta tout d'un seul coup, sans marchander. C'est ainsi que sa maison devint une maison de gens, et non de poutres. Et Békilde, qui avait vécu pas riche mais chanceuse, comprit que la plus grande chance n'est pas dans les amulettes. Elle est dans le fait d'être choisie non pour la commodité, mais pour le cœur, et de pouvoir enfin respirer auprès de ce choix. Parfois, un homme apprend toute sa vie à compter, et l'argent, le risque, le profit, les faiblesses des autres. Et c'est justement pour cela qu'il reste pauvre là où c'est est le plus important. Dans El Hardé, être choisi non pour un prix, mais pour un cœur. Romonde cessa de marchander l'essentiel seulement quand il comprit ceci. Une maison ne achète pas, et ne se bâtit pas seule. Une maison devient une maison quand il y a dedans ceux pour qui est, on revient. Et une autre vérité simple encore. Elle, amour, vient rarement seul. Quand, près de celle que on aime, il y a son frère, son passé, ses peurs, ses petites joies, alors il faut accepter elle ensemble. Sinon, ce haine et pas de LI amour. C'est est un marché, seulement emballé plus joliment.